les matières et certaines actions, telles que les actions réelles immobilières ou les mesures d'exécution sur des biens situés à l'étranger, échappent au domaine d'application des règles de compétence spéciale 3. Un arrêt mora de la première chambre civile de la Cour de cassation. 3 Chambre civile du 13 juin 1978. 3. Le caractère facultatif des articles 14 et 15. Le caractère facultatif des articles 14 et 15 du Code civil français est une caractéristique importante de ces privilèges de juridiction. En effet, ces privilèges ne s'imposent pas et les parties au litige, qu'elles soient françaises ou étrangères, peuvent choisir d'en user ou non. Cette renonciation aux privilèges de juridiction est possible quelle que soit la matière du litige. Dans l'arrêt Alquevet de 1974, une chambre mixte de la Cour de cassation a admis la renonciation à un privilège de juridiction dans un litige portant sur un contrat individuel de travail. Ainsi, un salarié français peut renoncer à son privilège de juridiction, mais cette renonciation n'est ouverte qu'à celui qui bénéficie de ce privilège. Autrement dit, le demandeur français peut renoncer à l'article 14, et le demandeur étranger à l'article 15, arrêt Prieur. La renonciation au privilège de juridiction prend la forme d'une clause attributive de juridiction, qui donne compétence à une juridiction étrangère. Il est également possible qu'une demande formée par un Français devant un tribunal étranger vaille renonciation à l'article 14. Cependant, en ce qui concerne l'article 15, le fait qu'un demandeur étranger aille d'abord devant une juridiction étrangère ne signifie pas automatiquement qu'il renonce au privilège. Il revient au juge français d'examiner le comportement du demandeur étranger pour vérifier si la saisine d'une juridiction étrangère vaut bien manifestation de volonté de renoncer au privilège. Il est donc important de souligner que les articles 14 et 15 sont facultatifs et que les parties peuvent choisir de les utiliser ou de renoncer à leur application dans un litige donné. Un arrêt Alquevet de 1974. 2 arrêts Prieur. Section 3. Les immunités. Les immunités de juridiction et d'exécution sont des privilèges dont bénéficient certaines personnes, en vertu desquels elles ne peuvent pas être déférées devant les juridictions de l'État où elles résident. Ces immunités sont justifiées par des exigences de courtoisie internationale, le fait que les relations entre États sont régies par le droit international public, et la nécessité de ne pas entraver le développement des relations diplomatiques. L'immunité de juridiction empêche le juge français de prononcer une décision à l'encontre de ces personnes. Cependant, cette immunité n'est pas illimitée et la limite classique tient à la nature de l'acte qui donne lieu au litige. Ainsi, les actes de gestion ou de commerce accomplis par ces personnes ne sont généralement pas couverts par l'immunité. De plus, l'État bénéficiaire de l'immunité peut renoncer à celle-ci, soit par anticipation dans le contrat, soit au moment où l'on cherche à exécuter la décision. En ce qui concerne l'immunité d'exécution, elle vise à protéger les États étrangers contre les mesures qui résultent de l'application d'un jugement et qui tendent à les dessaisir de leurs biens. Cette immunité s'applique aux mesures conservatoires et à l'exécution forcée. Toutefois, l'État titulaire de l'immunité peut renoncer à celle-ci par anticipation dans le contrat ou au moment de l'exécution de la décision. Il est important de souligner que ces immunités sont facultatives et peuvent être renoncées par les personnes qui en bénéficient. Ainsi, elles peuvent choisir de ne pas invoquer leur immunité dans un litige donné. 1. L'immunité de juridiction. L'immunité de juridiction est un privilège dont bénéficient certaines personnes, en vertu duquel elles ne peuvent pas être déférées devant les juridictions de l'État où elles résident. Cette immunité est justifiée par des exigences de courtoisie internationale et la nécessité de ne pas entraver les relations diplomatiques entre États. La Cour de cassation a établi que l'immunité de juridiction n'est pas illimitée et que la limite classique réside dans la nature de l'acte qui donne lieu au litige. Ainsi, les actes de gestion ou de commerce accomplis par ces personnes ne sont généralement pas couverts par l'immunité. De plus, l'État bénéficiaire de l'immunité peut renoncer à celle-ci, soit par anticipation dans le contrat, soit au moment où l'on cherche à exécuter la décision 1. Il est important de souligner que l'immunité de juridiction est facultative et peut être renoncée par les personnes qui en bénéficient. Ainsi, elles peuvent choisir de ne pas invoquer leur immunité dans un litige donné. 1 Chambre civile du 13 juin 1978. A. Le principe. Le principe de l'immunité de juridiction est que certaines personnes bénéficiant d'un privilège qui les protège de toute poursuite devant les juridictions de l'État où elles résident. Cette immunité est justifiée par des considérations de courtoisie internationale et de préservation des relations diplomatiques entre États.
1 Chambre civile du 13 juin 1978. B. Les limites. Les limites de l'immunité de juridiction résidant dans la nature de l'acte qui donne lieu au litige. En effet, les actes de gestion ou de commerce accomplis par les personnes bénéficiant de l'immunité ne sont généralement pas couverts par cette immunité 1. Ainsi, si une personne bénéficiant de l'immunité est impliquée dans un litige lié à des actes de gestion ou de commerce, elle peut être déférée devant les juridictions de l'État où réside la personne lésée. Il est important de souligner que l'immunité de juridiction n'est pas absolue et peut être limitée dans certains cas. Par exemple, si l'État bénéficiaire de l'immunité renonce à celle-ci, soit par anticipation dans le contrat, soit au moment de l'exécution de la décision, il peut être poursuivi devant les juridictions compétentes 1 Chambre civile du 13 juin 1978. Partie 2. Le conflit de loi se produit lorsque les législations de plusieurs États sont en concurrence, chacune ayant vocation à régir une même question de droit privé. Pour qu'il y ait un conflit de loi, la situation doit présenter un caractère international, c'est-à-dire des éléments d'extranéité. La règle fondamentale pour résoudre un conflit de loi est de désigner l'ordre juridique qui va régir la situation. Par exemple, en matière de succession mobilière, la règle de droit prévoit que c'est la loi du dernier domicile du défunt qui est compétente. Lorsqu'un litige est présenté au juge, plusieurs questions de droit doivent être traitées successivement en matière de droit international privé, DIP. Les règles de DIP ne donnent généralement pas de solution substantielle au litige, sauf exception. Elles servent principalement à désigner l'ordre juridique applicable à la situation. Il est important de noter que, pour appliquer une loi étrangère, il n'est pas nécessaire que l'État étranger soit reconnu par le gouvernement français. Il suffit que le juge français puisse constater que cette loi s'applique effectivement sur le territoire étranger pour qu'elle puisse être mobilisée par le juge français 1 arrêt Stroganov de 1973. Page 26. Titre 1. La pluralité de méthodes de résolution des conflits de loi. La résolution des conflits de loi peut se faire selon différentes méthodes, qui sont concurrentes à la méthode bilatérale. La méthode unilatérale consiste à désigner la loi compétente en se basant sur la volonté du législateur de l'État concerné. Par exemple, lorsque le législateur d'un État déclare que sa loi sera compétente dans certaines situations. La méthode des lois de police, également appelée méthode de l'ordre public, prévoit que les lois de l'État du fort, c'est-à-dire l'État où se déroule le procès, s'appliquent de manière impérative et cruciale pour la sauvegarde de l'ordre juridique. Peu importe que la situation soit internationale, ces lois de police vont prévaloir. La méthode des règles matérielles consiste à appliquer une règle de droit édictée par le législateur pour répondre substantiellement à une question qui se pose dans une situation internationale. Le juge peut également se contenter de reconnaître l'existence d'un droit subjectif acquis par les parties, sans appliquer de règles substantielles. Ces différentes méthodes ont émergé en raison des critiques adressées à la méthode bilatérale, qui consiste à désigner la loi applicable en fonction de la nature de la question posée au juge et en opérant un choix entre les différents ordres juridiques en concurrence 1. Chapitre 1. La méthode bilatérale. La méthode bilatérale est une méthode de résolution des conflits de loi, qui consiste à désigner la loi applicable en fonction de la nature de la question posée au juge et en opérant un choix entre les différents ordres juridiques en concurrence. Cette méthode a été développée par Savigny et repose sur deux étapes, la qualification de la question et la localisation de la situation dans l'un des ordres juridiques concernés par la situation 1. La qualification permet de ranger la question dans une catégorie juridique, tandis que la localisation vise à déterminer l'état dont la loi est la plus appropriée pour répondre à la question posée. La localisation se fait à partir d'un facteur de rattachement, qui est l'élément le plus significatif pour rattacher la situation à un ordre juridique. Par exemple, dans le cas d'un accident de voiture entre un Français et un Américain en Italie, la loi applicable à la question de l'indemnisation de la victime sera celle du lieu où le délit a été commis, c'est-à-dire la loi italienne 2. La méthode bilatérale présente plusieurs caractéristiques. Elle est abstraite, car la désignation de la loi applicable se fait sans que le juge ait pris connaissance du contenu des lois en concurrence. Elle est indirecte, car elle ne permet pas de trancher le litige au fond, mais se borne à désigner le droit qui va répondre au litige. Elle est neutre, car elle n'a pas pour objectif de privilégier l'une des solutions possibles au litige. Elle est bilatérale, car elle peut conduire le juge à appliquer une loi étrangère.
Enfin, elle est dépourvue de tout nationalisme, car elle ne désigne pas systématiquement la loi du fort et ne privilégie pas l'application d'une loi par rapport à une autre. 2. Section 1. L'analyse classique de la méthode. La méthode bilatérale, dans son analyse classique, repose sur 2 étapes. La qualification de la question et la localisation de la situation dans l'un des ordres juridiques concernés par la situation 1. La qualification permet de ranger la question dans une catégorie juridique, tandis que la localisation vise à déterminer l'état dont la loi est la plus appropriée pour répondre à la question posée. La méthode bilatérale présente plusieurs caractéristiques. Elle est abstraite, car la désignation de la loi applicable se fait sans que le juge ait pris connaissance du contenu des lois en concurrence. Elle est indirecte, car elle ne permet pas de trancher le litige au fond, mais se borne à désigner le droit qui va répondre au litige. Elle est neutre, car elle n'a pas pour objectif de privilégier l'une des solutions possibles au litige. Elle est bilatérale, car elle peut conduire le juge à appliquer une loi étrangère. Enfin, elle est dépourvue de tout nationalisme, car elle ne désigne pas systématiquement la loi du fort et ne privilégie pas l'application d'une loi par rapport à une autre. 1. L'élément de rattachement le plus pertinent. L'élément de rattachement le plus pertinent est celui qui est choisi parmi les éléments de la situation comme étant l'élément le plus significatif pour rattacher la situation à un ordre juridique. Par exemple, dans le cas d'un accident de voiture entre un Français et un Américain en Italie, le critère de rattachement le plus pertinent serait le lieu où le délit a été commis, c'est-à-dire la loi italienne 1. Le causé selon la loi allemande. Section 2. Le rattachement rattaché signifie identifier dans la règle de conflit le facteur de rattachement choisi parmi les éléments de la situation comme étant l'élément le plus pertinent. 2. Les caractères de la méthode. La méthode bilatérale présente plusieurs caractères distinctifs. 1. Abstraction. La désignation de la loi applicable se fait de manière abstraite, sans que le juge ait pris connaissance du contenu des lois en concurrence 1. 2. Indirect. La méthode bilatérale ne permet pas de trancher le litige au fond, mais se borne à désigner le droit qui va répondre au litige 1. 3. Neutralité. La méthode bilatérale n'a pas pour objectif de privilégier l'une des solutions possibles au litige. Elle vise à appliquer la loi la plus appropriée, indépendamment de toute préférence 1. 4. Bilatéralité. La méthode bilatérale peut conduire le juge à appliquer une loi étrangère, en fonction du facteur de rattachement choisi 1. 5. Dépourvu de nationalisme. La méthode bilatérale ne désigne pas systématiquement la loi du fort, du juge saisi, et ne privilégie pas l'application d'une loi par rapport à une autre. Elle vise à assurer l'égalité entre les différentes lois en concurrence 1. Section 2. Le renouvellement de l'analyse savinienne. Le renouvellement de l'analyse savinienne a été motivé par les critiques émises à l'encontre de la méthode bilatérale. Certains auteurs ont remis en question le caractère bilatéral de la méthode, estimant qu'elle devrait être unilatérale, c'est-à-dire ne donner compétence qu'à la loi de l'état du fort. D'autres critiques ont porté sur les caractères neutres et abstraits de la méthode, la qualifiant de trop mécanique. Ces critiques ont conduit à un renouvellement de l'analyse savinienne, avec l'émergence de nouvelles approches. Par exemple, une solution alternative consiste à s'en tenir à la loi désignée initialement par la règle de conflit du fort, en évinçant le renvoi. Ainsi, si la loi suisse est désignée par la règle de conflit du fort, on appliquerait cette loi à condition qu'elle remplisse les conditions de contenu déterminé et de respect de l'ordre public 2. Ce renouvellement de l'analyse savinienne a permis de prendre en compte les critiques formulées à l'encontre de la méthode bilatérale et d'explorer de nouvelles approches, pour résoudre les conflits de loi de manière plus adaptée. Section 3. Exposé des règles de conflit bilatéral en France. Les règles de conflit bilatéral en France sont régies par le Code civil français, notamment les articles 3 à 7. Ces règles déterminent la loi applicable aux situations internationales en fonction de critères spécifiques. L'article 3 du Code civil énonce le principe de la loi personnelle, selon lequel chaque personne est soumise à la loi de l'État dont elle possède la nationalité. Ainsi, la nationalité est le critère principal pour déterminer la loi applicable aux questions de statut personnel, telles que le mariage, le divorce, la filiation, etc. L'article 4 du Code civil prévoit des exceptions à la loi personnelle. Il dispose que certaines situations sont régies par la loi du pays dans lequel elles se trouvent.
Par exemple, les biens immobiliers sont soumis à la loi du pays où ils sont situés, les contrats de travail sont régis par la loi du pays où le travail est effectué, et que l'article 5 du Code civil concerne les obligations contractuelles. Il énonce que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. À défaut de choix, le contrat est soumis à la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Enfin, l'article 7 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge français de faire application de la loi étrangère désignée par les règles de conflit de loi française. Cependant, cette application est soumise à certaines conditions, notamment le respect de l'ordre public français. Ces règles de conflit bilatéral en France permettent de déterminer la loi applicable aux situations internationales de manière objective et prévisible, en prenant en compte les critères de nationalité, de localisation des biens et d'autonomie de la volonté des parties. 1. Localisation en fonction du sujet, statut personnel. La localisation en fonction du sujet concerne tout ce qui relève du statut personnel, qui est traditionnellement soumis à la loi nationale de l'individu. Cette règle de conflit trouve sa source dans l'article 3.3 du Code civil, qui dispose que les lois concernant l'État et la capacité des personnes régissant les Français, même résidant en pays étrangers. 1. La jurisprudence est intervenue et a bilatéralisé cet article 3.3, de sorte qu'elle vise désormais aussi bien les Français que les étrangers. 1. On a choisi ce critère de rattachement, car on considère qu'on a besoin d'une certaine permanence dans la loi, et la nationalité apparaît comme un facteur de rattachement stable. Cependant, ce critère est aujourd'hui en régression, car il ne favorise pas l'intégration des étrangers. Il est le plus souvent remplacé par le critère du domicile ou de la résidence, qui permet de faire en sorte que toutes les personnes vivant sur le même territoire soient soumises aux mêmes règles. Toutefois, le critère de nationalité pose problème lorsqu'il implique plusieurs individus, par exemple en matière de mariage. Dans ce cas, la loi française admet qu'il faut faire une application distributive et cumulative, en fonction de la condition de validité considérée. Ainsi, lorsque les membres d'une même famille ont des nationalités différentes, la jurisprudence ou le législateur ont recours à des critères alternatifs. 1. Code civil français, article 3.3. 2. Localisation en fonction de l'objet, statut réel. La localisation en fonction de l'objet concerne le statut réel, c'est-à-dire les biens immobiliers meubles. Selon l'article 3.2 du Code civil français, les immeubles, même possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Cette règle de conflit est unilatérale et vise à soumettre les biens immobiliers à la loi du pays où ils sont situés. Cependant, la jurisprudence a bilatéralisé cette règle en étendant son application aux biens meubles. Ainsi, tous les biens, qu'ils soient en immobilier ou meubles, sont soumis à la loi du lieu de leur situation. 1. Il convient de noter que cette règle peut poser des difficultés lorsqu'il s'agit de déterminer quelle loi appliquer en cas de conflit entre la loi du statut réel et la loi de l'acte juridique lié à la chose. Dans la plupart des cas, la jurisprudence donne la primauté au statut réel sur la source contractuelle. 1. Code civil français, article 3.2. 3. Localisation en fonction de la source du rapport juridique. A. Les faits juridiques. B. Les actes juridiques. 1. Pour le fond. 2. Pour la forme. La localisation en fonction de la source du rapport juridique concerne les actes et les faits juridiques. En ce qui concerne les actes juridiques, on distingue entre le fond et la forme de l'acte. En ce qui concerne le fond, l'acte juridique est soumis à la loi choisie par les parties. Cela signifie que les parties peuvent choisir la loi applicable à leur contrat,